Kamala Harris en face, du coup, elle est forcément plus vertueuse, plus écolo que Donald Trump. Alors, oui, alors sur le papier, elle l'est clairement, hein, parce qu'elle se met dans les pas de Biden, c'est-à-dire qu'en fait, elle ne conteste pas ce qui est fait sur l'IRA, hein, qui a quand même permis des investissements assez forts sur tout ce qui est bas carbone. Elle reste dans les objectifs grosso modo de réduction, division par 2 des émissions de CO2 américaines, donc ça c'est plutôt positif. Mais il y a un petit mais quand même, et c'est pour ça que je trouvais que c'était quand même assez faux de présenter la gentille écolo face aux méchants pro-fossiles. C'est que au cours de la campagne, elle a quand même changé pas mal de choses, en particulier sur ce qui concerne les autorisations de forage fracturation hydraulique, pardon, excusez-moi, je trouvais plus mes mots. Elle est pour la fracturation hydraulique, finalement. Ça, c'est tellement important dans certains États clés que on comprend qu'elle ait fait ça pour une vision pro-élection. Et donc ça casse quand même son discours, quand même, je trouve, parce que c'est quand même des mesures qui sont quand même très anti-écologiques. Donc on se retrouve avec quelqu'un qui est très clairement brun et quelqu'un qui est vert quand même. Quand on mélange vert très pâle. Vert et brun, ça fait kaki, c'est ça. Ouais, c'est pas très joli. Hein. Donc finalement, oui, elle a mis de l'eau dans son vin sur ces questions et elle se prononce finalement en faveur, elle aussi, de la fracturation hydraulique, même si c'est pas très écolo. Voilà. Alors tout ça, c'est plutôt positif pour les compagnies pétrolières américaines sur place, hein, qui vont profiter de cette situation. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est la raison pour laquelle ils font ça. Alors vous l'avez évoqué, c'est que les Américains sont devenus autonomes sur le plan, voire même exportateurs sur le plan pétrolier. Donc c'est important pour eux de continuer à l'être. C'est stratégique. On voit bien que les tensions qu'il peut y avoir sur le plan géopolitique les confortent dans cette approche. Et puis il y a également le gaz naturel. Ils produisent et ils exportent énormément de gaz naturel, gaz liquéfié en Europe, et ils veulent garder cette arme qui est une arme à la fois économique, mais qui va être aussi, je pense, une arme géopolitique, parce que dans la période où on va y avoir des tensions commerciales, ça peut être un argument de leur côté pour faire pression sur l'Europe. Donc on se retrouve avec un réalisme de la part de Kamala Harris qui va être cohérente avec ce que fait Trump sur le plan énergétique. Oui. Donc sur ce plan-là, on ne peut pas dire que ce soit une raison de vote pour l'un ou pour l'autre. Et on rappelle que le principal État clé, la Pennsylvanie, est un État dont l'économie dépend en grande partie des énergies fossiles. Tout à fait. Voilà. Et parallèlement au Texas, au contraire, ce sont les énergies vertes qui sont en train là-bas de monter en puissance. C'est-à-dire qu'être écolo au Texas, ça deviendrait presque tendance. Voilà, c'est ça. Alors c'est ce qui va faire aussi, je pense, la situation qui va faire évoluer la situation dans les mois et les années qui viennent, quel que soit le candidat qui se présente, qui soit élu, c'est que les deux vont converger aussi vers ça. C'est-à-dire qu'en fait, l'IRA a permis un énorme développement de tout ce qui est énergie renouvelable, hein, où ils ont considérablement accru leur production d'énergie renouvelable. Et dans deux gros États, l'Iowa par exemple, ou le Texas, où il y a une production de solaire qui est colossale. Et il est possible, enfin on ne sait jamais, on peut rêver, que Trump se transforme, c'est-à-dire qu'en fait lui-même revienne sur quelque chose de plus réaliste sur ce plan-là, en se disant qu'après tout l'IRA est pas si mauvais. Ce qui est incroyable, c'est qu'au Texas par exemple, alors les républicains gagnent quasiment toujours au Texas, mais d'habitude l'écart avec les démocrates est important. Là il est moins important que d'habitude, l'écart entre républicains et démocrates est même au plus bas depuis 30 ans sur cette élection présidentielle quand on regarde les sondages, sans doute parce que justement les énergies vertes font aussi partie du mix du Texas. Et l'Iowa, qui était traditionnellement républicain depuis quelques élections, a basculé un petit peu sur le dernier sondage. On va voir ce que ça va donner, mais enfin en tout cas c'est quelque chose qui est arrivé. Oui. Antoine? Oui, il y a quelque chose d'entre plus paradoxal, c'est que Trump, il a comme principal soutien Elon Musk, qui est très actif dans l'énergie solaire aussi. On oublie un petit peu de SolarCity, on parle beaucoup de Tesla, on parle beaucoup de SpaceX. Bon, il n'en a pas fait son axe de développement principal, et puis on a vu que c'est un actif qui a été longtemps un petit peu, je dis pas mis de côté, mais pas mis en avant dans la galaxie Musk. Oui, alors en fait, Musk, il est plutôt pour la dérégulation. C'est-à-dire qu'en fait, quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis ou ce qui se passe en Europe, quand on voit qu'il veut aller plus loin sur le plan de la dérégulation, on s'étonne parce qu'on se dit, ils sont déjà pas mal avancés. Ils vont très très vite. Hein. J'entendais sur vos antennes hier quelqu'un, les cimenteries Vicat, qui disait que pour pouvoir accéder aux subventions, c'était beaucoup plus facile aux États-Unis qu'en Europe où ça a été refusé pour eux. Donc on voit bien qu'il y a cette
cette évolution qui est en place. C'est la patronne de Vicat qui était l'invitée des experts ouais. hier. Ouais. Et voilà. Et alors après, l'autre élément qui, moi, enfin, si je veux faire un peu taquin, si je suis taquin avec Donald Trump, on ne sait jamais s'il écoute l'émission, on ne sait jamais, hein, à la veille de l'élection. En tout cas, nous on le suit puisqu'il doit voter dans quelques minutes et on le suivra, on verra les images en direct. On verra peut-être qui suit. Si tu ne nous suis pas, Donald, nous te suivons et nous t'avons. Exactement. En 2016, rappelez-vous, il voulait absolument défendre le charbon. C'était vraiment son mantra de défendre le charbon, en particulier dans les États difficiles, et qui ont fait la bascule d'ailleurs. Mais si on regarde ce qui s'est passé, c'est production en baisse, consommation en baisse, nombre de salariés à peu près une perte de 30 à 40% de salariés sur sur le charbon, et quasiment toutes les entreprises liées au charbon aux États-Unis sont passées par une période de faillite. Donc bon, si ça se trouve, le soutien de Trump aux fossiles sera un peu du même acabit sur les 10 ans qui viennent, on ne sait jamais. Ce qui est fascinant, c'est que les marchés sont jamais là où on les attend. Sous la présidence de Donald Trump, les valeurs vertes ont plus performé que les valeurs pétrolières, et à l'inverse, sous la présidence de Biden, c'est l'inverse. Ah oui, le solaire, ça a été une catastrophe. Ouais. Surtout ces 2 dernières années. Alain Pitou, senior advisor ESG.